Cependant, à force d'essayer de tous les points de la position, le prince-chat finit par disposer sur le centre une attaque effrayant pour l'armée française, ce qui voit en clair aux affaires de guerre conçurent dans cet instant les plus vives inquiétudes. On apercevait en face des intervalles trop d'écarnis qui séparent Aspern d'Essling. La crête du rideau se couronnait d'artillerie, des masses de cavalerie, de colonnes profondes d'infanterie. Ces préparatifs formidables menaçaient le terrain vide qui séparait le corps de l'Inde et de Masséna. Mais la direction la plus courte nous pond. Une attaque vive et franche de l'archiduc avec ses réserves et les troupes inutiles sur la ligne pouvait en peu de minutes accomplir la perte de l'armée. Déjà, ces masses étaient en la petite portée de notre ligne. Heureusement, l'ennemi perd en les amont et en mouvement préparatoire, les temps qu'il fallait employer à agir avec vigueur. Napoléon, qui voit ce danger terrible, dirige au centre tout ce qu'il peut trouver de disponible dans notre artillerie. En très grande partie démontée, il fait marcher vers les flancs des masses autrichiennes quelques troupes déjà excédées de fatigue et envoie Bessieres chercher avec la cavalerie non plus pour la victoire mais pour le salut de l'armée. Il faut donner tête basée dans cette colonne pour l'arrêter. C'était un acte absolu d'avouement. Nous avions plus en arrière de notre centre qu'une seule réserve d'infanterie. Il est vrai que c'était la vieille garde, cette héroïque élite qui pendant si longtemps il a suffi de montrer à nos ennemis peut arrêter ou contenir leurs plus grands efforts. Monsieur, malgré la perte de sa cavalerie, charge audacieusement et renverse la tête de la colonne. Il s'en faut pas davantage pour arrêter cet ennemi irrésolu. Dès lors, le sort de la journée est fixé et Napoléon pourra attendre la nuit pour exécuter sa retraite. Il se rapproche du petit pont pour veiller à ses préparatifs et ordonner la disposition des venues nécessaires. La journée s'avançait et il en était temps que nos munitions étaient épuisées. L'artillerie et l'infanterie ayant se trouvé dans cartouches, la communication s'était interrompue avec les parties réserves. La plus grande partie de nos pièces étaient endommagées. Les étalages tués depuis longtemps, on avait été obligé de ralentir le feu. L'ennemi, au contraire, continuait le sien avec sa terrible artillerie qui nous écrasait. Il renouvelait constamment ses attaques contre les deux villages. Dans l'une de ces attaques fut le soir l'Inde qui, jusque-là, était demeuré constamment au plus fort du danger, descendant des chevals peut prendre quelques repos et frapper d'un boulet qui lui emporte les deux jambes. L'armée va perdre un de ses premiers chefs dont les talents s'étaient si prodigieusement développés. La France, un de ses appuis, était plus solide. L'empereur n'a mis à l'Inde fut transportée dans l'île de l'Opale. Napoléon alla à son rencontre près le petit pont. Leur entrevue fut des plus touchantes, leur embrassement des plus tendres. Napoléon pleurait à chaudes larmes, genoux devant les héros mourants. C'était en toutes circonstances un grand spectacle. Il était bien davantage le soir d'une bataille si ce qui nous coûtait tant de braves. Nos troupes avaient comme oublié la faim et l'extrême fatigue dans ces 2 longues journées, où la chaleur fut excessive, où elles soutinrent 40 heures de combat. Belle époque de gloire! Dans une situation si critique, notre ardeur et notre confiance ne se refroidiront pas un instant.
L'âme du chef était passée dans celle de tous les soldats. Pendant ces journées mémorables, 8 divisions françaises, qui ne formeront pas la moitié de notre armée, repousseront constamment les attaques de toute l'armée autrichienne qui ne peut conquérir. Quelques toises de terrain, elle fut même souvent sur le point d'être culbutée. Dès le commencement de la nuit, on fit filer sur les petits ponts de nombreux blessés entassés sur la rive gauche. Tous ceux qui, dans un signe de la vie, feront emporter dans l'île de Lobo. On fit ensuite passer la théorie. Les caissons, on enleva même tout le débris. Les pièces prises à l'ennemi avaient été amenées. Rien ne fut laissé sur le champ de bataille, pas même les fusils et les cuirasses de nos morts. L'ennemi fit la faute inconcevable de ne pas poursuivre immédiatement ses avantages et de nous laisser surtout cette île de Loba, qui saillons au milieu de son terrain, notre sûreté dans le revers, et nous devons bientôt les moyens de triomphe.